embarquez pour la Lune. Avec First Man, le nouveau film de Damien Chazelle, et avec 3h56, une série originale Europe 1. On n'y croyait pas. Cette lune qui paraissait inaccessible, qui faisait partie de nos rêves, qui était un symbole, et ce jour-là, foulée par l'homme. I believe that this nation should commit itself, landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Ignition sequence start. 3 h 56. Au moment même où Armstrong mettait le pied sur la Lune. That's one small step for man. Claudie Aigneret est médecin de formation. Dans les années 2000, elle devient ministre à 2 reprises. Mais elle est surtout connue pour être la seule femme française à avoir volé dans l'espace. Le jour où l'homme a marché sur la Lune, j'ai été une enfant de 12 ans en vacances dans un camping. Et nos parents nous avaient bien sûr autorisés à passer cette soirée devant le poste de télévision. Et j'ai donc ces souvenirs toujours dans la tête d'être à l'extérieur, de voir la Lune et de voir sur l'écran de cette télévision qu'on partageait avec tous les campeurs du camping, l'homme, pour la première fois, marcher sur la Lune. Eh bien, la chose maintenant que nous attendons surtout, c'est la séance de télévision. Une séance de télévision nouvelle en couleur. Cette fois-ci, c'est la Lune qui sera la vedette et ils vont nous promener tout autour de la Lune pendant un moment. On ne peut pas dire, la dernière transmission de télévision était prévue pour 10 minutes, un quart d'heure, elle a duré 1h40. C'était pas habituel de passer la nuit quand on a seulement 12 ans éveillé à regarder la télévision. Ça faisait pas partie des habitudes, mais ce soir-là, bien évidemment, c'était un moment bouleversant où il y avait du silence, où il y avait de l'attente. Et puis, cet écran de télévision avec ces images qui n'étaient pas nettes, qui n'étaient pas très jolies, floues, qui dansaient. Et le premier pas de l'homme sur la Lune. Ce dont je me souviens, c'est que dans ma tête d'enfant, quelque chose qui était du domaine du rêve était devenu, ce soir-là, une réalité. Donc certains rêves pouvaient se réaliser. Et ça, je crois que ça peut être un déclic important dans la tête d'un enfant. Je pense que ça m'a accompagné toute ma vie et que justement, le jour où j'ai vu cet appel à candidature pour rejoindre le groupe des astronautes dans les stations spatiales, ce qui était du domaine du rêve enfoui, qu'on a un peu tous, alors moi peut-être un petit peu plus, parce que ce moment de la Lune avait quand même allumé quelque chose dans mon esprit, eh bien ce jour-là, je me suis dit, peut-être que ça peut devenir ma réalité. Et j'ai pas hésité une seconde. Nous vous l'annoncions hier matin, cela fait donc un peu plus de 24 heures que Claudie Aigneret a regagné la Terre. Après avoir passé 10 jours dans l'espace, dont 7 à bord de la Station Spatiale Internationale, elle intervenait en pleine forme, en direct sur Europe 1. Là-haut, c'était vraiment fabuleux. C'était bien plus beau que tout ce que j'avais pu imaginer. Et encore cette nuit, là, avant de partir, j'ai passé du temps à regarder ce spectacle magnifique. Enfin, c'était des expériences vraiment sensationnelles. C'est fascinant, c'est même un peu irréel, tellement c'est beau. Plus d'une fois, j'ai regardé la Lune. Je l'ai regardée depuis le sol, bien évidemment. Et c'est toujours aussi magnifique et somptueux. Et puis, je l'ai regardée depuis l'orbite. Et depuis l'orbite, une orbite, c'est 90 minutes pour faire le tour de la Terre. Donc, ça peut être 16 levées de Lune et 16 couchers de Lune à l'horizon de la Terre. Ce sont des moments magiques, très beaux, pleins de poésie, où, bien évidemment, on sent cette planète Terre avec son satellite tout proche, puis le reste un cosmos noir, mystérieux, plutôt hostile par rapport à cette planète si belle mais si fragile. Alors comme ça, vous êtes calculatrice à la NASA. C'est exact. Nous effectuons les calculs mathématiques nécessaires au lancement et atterrissage pour le programme spatial. On laisse des femmes se charger de toutes ces... Enfin... Il y a 20 calculatrices, toutes des femmes compétentes au plus haut point. Alors oui, on confie des missions aux femmes à la NASA, Monsieur Johnson. Non pas parce que nous portons des jupes, mais parce que nous chaussons des lunettes. Bien le bonjour. 12 hommes sur la Lune. Quand j'en parle aujourd'hui, je dis que la prochaine étape de retour sur la Lune, ça sera avec un équipage qui aura toute sa diversité et que les hommes et les femmes feront partie de cet équipage pour continuer à explorer. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde des astronautes, on est à peu près 10% de femmes astronautes. 10%, c'est pas beaucoup. Mais je veux simplement rappeler qu'il y a seulement 10% de femmes qui candidatent à cette fonction d'astronaute. Donc après, on retrouve 10% de femmes astronautes, effectivement, exerçant ce métier, qu'elles soient ingénieures, qu'elles soient pilotes, qu'elles soient scientifiques, dans toute la diversité de ce que peut représenter un astronaute professionnel. Une Française s'envole demain à la conquête de l'espace. Elle le vit comme une responsabilité particulière.
Elle le dit à Valérie Zisman. C'est une énorme responsabilité parce que je suis sûrement porteur d'un message plus spécifique vis-à-vis des femmes, des jeunes filles. Alors c'est encore plus de responsabilité parce qu'il ne faut pas que je les déçoive. Je suis très heureuse si je peux leur donner cette confiance en elles, confiance en leur féminité, leur capacité à réussir des choses en tant que femme. Effectivement, de plus en plus aujourd'hui, les choses évoluent. Il faut toujours être vigilant, il faut toujours être déterminé et attentif à ne pas sombrer dans des clichés et au contraire promouvoir tout ce qui peut être passionnant dans l'exercice de ces métiers-là. Et que les équipages qui iront au-delà des orbites basses, qui iront fouler d'autres satellites ou d'autres sols planétaires représenteront la diversité de notre société avec des hommes et des femmes. La question de l'égalité entre les femmes et les hommes se pose, sur Terre comme dans l'espace. Alors quelle place pour les femmes dans l'histoire de la conquête spatiale? C'est clairement une histoire d'hommes. Ercilia Vaudo-Scarpetta, chef de la diversité à l'Agence spatiale européenne. On peut dire déjà qu'on n'a même pas 10% des femmes aujourd'hui qui étaient astronautes. En fait, on a presque 500 hommes qui ont volé et seulement une soixantaine de femmes. En plus, c'est intéressant de voir aussi les rôles qu'ils ont eus. Mais c'est vrai, c'est une histoire d'homme. Même si on peut dire que la troisième personne qui a volé dans l'espace, c'était quand même une femme. C'était Valia Valentina Tereshkova. Donc, ça n'a pas débuté comme ça, je dois dire. On a eu Yuri Gagarin en 61, on a eu Shepard tout de suite après. Et voilà que seulement 2 ans après, on a une femme russe, en plus pilote toute seule, qui va dans l'espace pendant 3 jours. Et c'était quand même un message extraordinaire. En 82, il y a eu encore une Russe, c'était Svetlana Savitskaya, qui était avec un équipage, qui a fait les premières sorties extravéhiculaires, qui allait dans une station spatiale. Et on a dû attendre 83 pour Sally Ride, donc la première femme américaine. Pourquoi il n'y a pas eu beaucoup plus de femmes associées au programme Apollo? Il y a plusieurs interprétations. Par exemple, j'ai trouvé un témoignage que John Glenn avait fait au Congrès en 62, où ils expliquaient aussi que l'espace était quand même un défi entre 2 nations et qui relevait un peu d'un esprit de guerre. Et quelque part, les femmes n'étaient pas naturellement associées à ce type de mentalité. Il y a sûrement eu des stéréotypes très forts et en fait, on voit aussi les médecins qui considéraient qu'il y avait certains aspects de la morphologie et du comportement des femmes qui ne s'adaptaient pas. Par exemple, il y avait toute une histoire sur l'impact d'avoir des règles et comment ça aurait pu quand même affecter certaines prestations. Donc oui, il y avait une très très forte résistance. Donc les ingénieurs s'interrogent toutes seules, donc ils n'impliquent pas des femmes dans ce type de réflexion sur de quoi ils ont besoin les femmes dans l'espace. Une anecdote qui est très sympa, c'est qu'ils considèrent qu'il faut être belle dans toutes les occasions. Donc, il envisage un kit de maquillage. Et ce qui est intéressant, c'est que Sally Ride raconte les discussions entre les ingénieurs. Est-ce qu'ils font un mascara? Est-ce qu'ils font un rouge à lèvres? Donc, c'est eux tout seuls qui ont conçu ce maquillage qui n'a jamais volé et aujourd'hui est au musée de l'air et de l'espace à Washington, mais qui était considéré comme un geste un peu quand même stéréotypé. Et Sally Ride était quand même très très engagée dans son rôle en fait des premières femmes et même quand elle est rentrée de son premier vol, on lui a offert des roses et elle n'a pas voulu. Je trouve qu'il y a une stéréotypisation qui joue des 2 côtés. Les familles éloignent un peu les filles de certains sujets, même si elles sont très capables. En même temps, probablement, les filles regardent à certains sujets d'une manière un peu stéréotypée. Donc, l'ingénierie, elle est un peu ennuyante, ou la physique est trop compliquée, ou l'informatique. Et donc, quelque part, il y a une stéréotypisation. On ne raconte pas suffisamment la narrative de ce que ça veut dire faire ces sujets-là et comment ça aide à la société, ça aide à résoudre les problèmes de l'humanité, comment les biotechnologies vont nous aider. Moi, je trouve que la science en général donne des super-pouvoirs. La science et l'espace a besoin des femmes, mais les femmes vont aussi bénéficier de ce sentiment de pouvoir faire des choses impossibles. Donc, c'est mettre ensemble des points de vue différents, qu'ils soient donc hommes, femmes. C'est cette diversité qui nous permettra vraiment de nous projeter et d'arriver à faire des choses qu'aujourd'hui, on imagine seulement. On est 50% de la population sur Terre et dans le système solaire quand même. Est-ce qu'on peut imaginer de bouger dans le système solaire avec seulement un petit échantillon de ce qui est sur la planète? Donc je pense que ça va être naturellement dans cette direction.
That's one small step for man, one giant leap for mankind. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et vous, Claudie Aigneret, qu'auriez-vous dit en marchant sur la Lune à la place de Neil Armstrong? J'ai envie de penser au futur de notre humanité. Ça concerne tout ce qu'on met dans l'éducation de ces générations qui vont le construire, ce futur de l'humanité. Et pour moi, c'est important, ces valeurs, se dépasser pour être encore meilleur que ne l'est l'humanité d'aujourd'hui. 3h56 est une série originale produite par Europe 1 en partenariat avec Universal. Aux commandes, pour vous faire revivre les premiers pas de l'homme sur la Lune, Claire Hazan à la direction éditoriale, Alain Siroux, Jean-Philippe Ballas, Laure d'Autriche et Fanny Rask pour la série d'entretien, Marco Grunfeld à la production et Olivier VR au mixage. Découvrez l'ensemble de la série sur le site ou l'application Europe 1, sur Apple Podcast ou sur vos plateformes habituelles d'écoute. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous. Pour continuer le voyage vers la Lune, ne manquez pas First Man, le nouveau film de Damien Chazelle avec Ryan Gosling dans le rôle de Neil Armstrong. Neil, si ce vol est un succès, vous entrerez dans l'histoire. Nous ne prévoyons rien d'autre qu'un succès sur ce vol. First Man, l'histoire du premier homme sur la Lune, l'aventure unique de la mission la plus dangereuse de l'histoire. Le 17 octobre au cinéma.